Salut vous, petit gros tentacule. Aujourd'hui, nous accueillons Yann Yebi. J'espère que je n'ai pas masqué ton nom. Ah, c'est Qui bon. vient nous parler. C'est bon, c'est bon. Qui vient nous parler de son futur projet, son petit bébé, que ça fait un moment que sur les réseaux, il me dit ouais, je bosse ça. Tiens, il y a une petite illustration, un petit dessin. Du coup, d'ailleurs, pour info, j'ai lu la proto-bêta. Je sais pas comment tu appelleras ça. Et Oui, donc, du coup, proto-bêta, ouais. proto-bêta, c'est pas mal. Oui. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça très très bien, mais à un moment, c'est pas ma critique. C'est le moment où lui, il est là pour faire sa promo. Donc Yann, bienvenue. Et voilà, je me tais. Coucou. Je vais présenter le projet. Fouine est un jeu de rôle traditionnel avec maître de jeu, avec effectivement un écran, des feuilles de personnages, très traditionnel. On lance des dés pour résoudre les actions. On y incarne des enfants qui sont Je me misérables. permets même de dire à quel point c'est Oui. traditionnel, c'est du crawling. Donc Oui, c'est voilà, c'est du bien dungeon fait. crawling. Il y a une petite touche OSR quand même. Une bonne partie du livre de base est rédigée de manière à vraiment expliquer quelles sont les techniques de conception de donjons. Je me suis beaucoup inspiré du travail de Genel Jacques, des vieux donjons en fait, des vidéos que Pierre-Philippe Renaud aussi a fait d'ailleurs pour expliquer comment concevoir des donjons. J'ai un peu fouillé partout sur PTG, PTB, etc. pour essayer de trouver des choses intéressantes là-dessus. Je me suis un peu basé sur mon expérience aussi. Par contre, c'est pas un jeu OSR dans le sens où le système de jeu n'est pas un système basé sur les D20. C'est Ouais, pas du et en bon plus, vieux Donjons et Dragons. Yann, là, dans comment tu l'expliques, les gens ils vont croire que c'est de l'heroic fantasy. Et ben que Ouais, alors nenni, les enfants, justement, parce c'est que pas de ça va l'heroic être fantasy. détonnant. C'est héroïque parce que quelque part on joue des enfants qui se rebellent, qui veulent abattre la tyrannie. Donc il y a quelque chose un petit peu de l'ordre du sacrifice. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. En tant que joueur, j'aime beaucoup toute cette notion d'aller jusqu'au bout de l'action de quelque chose, etc. Mais ouais, ça se passe dans un univers en termes de cadre un peu proche du steampunk, même s'il n'y a pas tous les éléments de steampunk, parce que je sais que le steampunk c'est un genre très défini, très marqué, etc. Mais oui, le niveau technologique, oui, on va dire qu'il y a des armes technologiques quand même. On peut les trouver au fin fond des profondeurs, même si elles ne marchent plus très bien parce qu'elles sont abîmées. On est un peu dans de la technologie électrique qui marche pas bien, mais globalement, on fait du bricolage beaucoup. C'est un univers de récup, c'est un univers de rouille, c'est un univers de saleté. C'est un univers qui pique, qui fait mal, et surtout, plus on va profondément dans l'endroit que visitent les fouines, plus ça devient dangereux, plus ça devient chaotique, plus il y a un risque de ne pas remonter tout à fait en bon état. Donc oui, Yann, faut je me permets imaginer des casques cabossés, des vieilles lampes qui marchent pas bien, des Là, vous voyez bougies. l'auteur qui part en live tout de suite sur des détails. Je vais vous faire le gros cadrage qu'il a un petit peu zappé de vous faire. Comme il l'a dit, mais sans insister dessus, une des grosses particularités de ce jeu, c'est qu'on joue des gosses. Ouais. L'autre grosse particularité, c'est que ça va être du crawling parce que vous êtes en fait dans une fosse. Au-dessus, il y a la ville. Il y a un gros brouillard qui pue qui fait que dès que tu deviens adulte, tu deviens un gros esclave servile en fait et que tu vas aller bosser pour ceux qui ont des pépettes et qui ont le pouvoir et le contrôle. Vous jouez des petits gamins qui sont tout planqués justement dans de la grosse faille que vous allez explorer pour aller récupérer des artefacts, des temps anciens et autres trucs comme ça. Et forcément, il y a du glauque et il y a même des trucs, j'oserais dire, un peu du monstre à tentacules. Voilà, ça c'est pour le pitch d'ambiance. Maintenant, je le laisse repartir en mode ouais, je pars dans tous les sens et je vous parle des casques que les gosses vont avoir dans mes explorations. Je ferme ma gueule. Voilà. Enfin voilà quoi. Donc concrètement, au début c'est un jeu à mission. On rencontre des émissaires de la surface qui sont effectivement les gens qui ont les pépettes. Hein. C'est des bourgeois. Ils veulent récupérer des trouvailles des profondeurs pour développer des technologies à la surface et faire la guerre, puisque soi-disant qu'il y a la guerre à la surface. Alors les gosses n'en savent rien, mais donc voilà. Et en fait, au début, c'est un jeu à mission. On va creuser dans les profondeurs, on va ramener des choses, signer des contrats avec les émissaires. Et puis petit à petit, en fait, le but, c'est qu'on accumule des richesses, on accumule du savoir, on accumule du pouvoir, des objets, on rencontre des créatures des profondeurs qu'on ne connaissait pas. Parfois, on va même visiter
des mondes parallèles, par des portails, etc. Et puis petit à petit, à force d'accumuler ces richesses, ces trésors, ces objets, ces savoirs, l'idée c'est de trouver le secret, ou en tout cas l'un des secrets, pour mener à bien la révolte. Donc en fait, on joue des petits gamins anarchistes entre 8 et 15 ans, qui vont essayer d'abattre cette cité bourgeoise et toute puissante qui se trouve très haut au-dessus d'eux. Parce qu'effectivement, oui, il faut imaginer que le bourbier, c'est comme une sorte d'entonnoir. Plus on descend, plus c'est étroit, plus c'est immonde. Et puis après, encore plus bas, il y a le gouffre, l'endroit où on explore. Et puis, à chaque fois qu'on descend, on ne sait pas dans quel état on va remonter. Et Alors moi, je ne pourrais pas présenter ça comme ça. ouais, Mais effectivement, on a tout le côté à mission, crawling, machin, où des ouais, joueurs peuvent jouer pendant autant de temps qu'ils veulent. Mais je trouve que oui, c'est un des points forts du bouquin, c'est qu'effectivement, dedans, il y a le côté campagne fin de game. Vous n'allez pas avoir besoin d'attendre un supplément. Parce qu'effectivement, il y a ce que tu disais, en but ultime pour ceux qui veulent, il y a tout pour jouer le basculement quand les gosses, ils ont assez d'infos et d'éléments pour dire, ben voilà, on veut autre chose comme avenir qu'être des esclaves zombies d'usine. Et on se révolte et arrose sur la surface et les gros mhm. productionnistes. Voilà, Et à ce moment-là, on bascule dans un autre système de jeu pour une séance, une ultime séance, ou peut-être 2 séances, où là, on est dans un système plus narrativiste, avec effectivement la possibilité de sortir des atouts au bon moment, au fur et à mesure qu'on fait un tour de table et qu'on raconte comment on participe chacun à la révolte. On définit d'abord les épisodes de la révolte tous ensemble, avec la fortune. Alors la fortune, c'est le maître de jeu ou l'arbitre de Fouine. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et effectivement, oui, tiens, j'utilise tel pouvoir, tiens, on avait récolté telle chose, alors maintenant, pour résoudre tel problème de la phase narrative dans laquelle on est, j'utilise tel truc. Et puis on lance des dés pour voir aussi quand même si ça marche, plus ou moins bien. Alors c'est un peu comme dans Abstract, on lance les dés en avance, et après, effectivement, on essaye de voir comment on va les répartir dans les différents épisodes de la révolte. Et puis, en fonction de ce qui s'est passé, la révolte peut très bien alors fonctionner au mieux avec un minimum de pertes, et puis on arrive à la surface, on regarde le soleil se lever, on est blessé, on en a chié, mais on a réussi à repousser, on va dire, les forces des adultes grâce aux immenses pouvoirs et aux immenses choses qu'on a pu trouver dans les profondeurs. Et puis ça peut se passer un peu moins bien, et il y a même toujours le risque d'échouer. Dès qu'on part à l'aventure, il y a toujours le risque de rater. Et la révolte peut échouer après toutes ces heures. Alors, normalement, on est censé pouvoir mener la révolte à peu près, mais on fait comme on veut, en 30 séances de jeu. Donc voilà, c'est-à-dire du début à la fin, du rang Bleusaille au rang Marche-Gouffre. Mais on peut aller plus vite. Par exemple, avec mes testeurs, là, je suis déjà en train de bien avancer alors qu'on est sur la 8e ou 9e session. Ouais, ils sont déjà bien avancés. Ils ont découvert des petits secrets intéressants dans la campagne que j'ai créée pour eux. Et donc c'est pas mal, quoi. Mais on peut aussi prendre son temps et effectivement faire du bon vieux dungeon crawling en 3-4 heures en une soirée, se faire un petit donjon tranquillement de 5 pièces. Très fun, avec des petits secrets, des petits passages, des petits pièges, etc. C'est comme on veut. où on peut, il me semble, là je trouve, on sent ton côté, toi auteur, ce que tu as voulu amener comme finalité à Mhm. l'univers. Mais toi, s'il y a des MJ qui disent, mais moi je m'en fous, tout le délire révolte, et puis moi ce que je veux, c'est mon cadre de jeu initial avec toi, mes crawlers enfants qui explorent, c'est tout à fait, ça veut dire c'est tout à fait possible. Il n'y a aucun problème, et de toute façon, je vais enfoncer une porte ouverte. C'est une des phrases qu'on trouve le plus souvent dans les livres de jeu. Il y a marqué: c'est votre jeu, faites-en ce que vous voulez. Moi, je vous propose ci, ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai déjà dit dans une autre interview. Le lore de Fouine, il est précis sur certains points, mais il est également très vague sur d'autres. Un exemple tout bête. Récemment, l'éditeur m'a demandé si ça valait le coup de faire une carte du bourbier. Je lui ai dit: ça n'a absolument aucun intérêt. Je veux que les maîtres jeux, que les fortunes, créent leur propre version du bourbier. Moi, j'ai juste l'organisation de base par niveau, et après, c'est à eux d'inventer des PNJ, des lieux intéressants, etc. Alors, on est en train de réfléchir à peut-être un petit truc qu'on proposerait pour la campagne, où il y aurait un petit quartier
avec éventuellement des petits PNJ, des petits points d'intérêt, des petites accroches de quête, histoire que les MJ partent pas complètement à poil au début. Mais vraiment, oui, un truc tout bête, par exemple, il y a des dragons mystérieux qui ont disparu il y a très longtemps. Et ben, il y aurait un 9e dragon, et ben, je ne sais pas quel est ce 9e dragon. Alors, j'ai écrit des propositions dans le livre de base à la fin. Voilà, vous pouvez choisir votre 9e dragon, vous pouvez choisir d'utiliser tel ou tel élément, etc. L'idée, c'est plus de proposer une sorte de boîte à outils ou de coffre à trésors rempli d'éléments. Et après, finalement, les choses s'imbriquent comme des pièces de Lego, les unes aux autres, et on construit sa propre version de l'univers. Et voilà. Il y a quand même beaucoup de trucs déjà construits, hein. Oui, oui, Ouais. c'est riche au début. Non, parce que Alors, toi, quand tu dis ça, on a l'impression que tu t'inscris dans tous les nouveaux jeux qui sont un peu world ouais. building, où il y a deux, trois trucs, Alors, puis après, il y a beaucoup de construits, et il y a des trucs qui restent, si tu veux, tu t'en empares, quoi. ouais, j'ai essayé de trouver. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, mais c'était mon idée en tant qu'auteur. Et puis Michel aussi, d'ailleurs, on était un peu sur la même longueur d'onde tous les deux, parce que j'ai un co-auteur. Hein, donc voilà, Michel Poupard, qui m'a beaucoup aidé pour la création de scénarios, notamment, et puis qui a créé quelques éléments du background. J'ai essayé de trouver un compromis entre vraiment, allez, on va dire Shadow Dark, où il n'y a pas d'univers du tout, ou même, enfin, la plupart des trucs OSR, par exemple, j'ai un trou de mémoire, le truc des Mary Black Sword Hack. Black Sword Hack, on voit bien que la référence, c'est Moorcock, mais c'est vraiment très léger. Voilà, on comprend à peu près qu'il y a les barbares, il y a les... Ok, d'accord. Mais voilà, donc des trucs vraiment sans univers donné. Et je voulais pas non plus basculer dans des trucs comme Dragon ou comme RuneQuest, ou les Forgotten Realms, où vraiment là, il y a... on sait le nom du tavernier de tel endroit précis, qui habite telle rue, qui a fait telle chose, etc. Donc je voulais trouver un compromis entre ces deux trucs-là. Donc j'ai mis quelques exemples de PNJ, quelques petits éléments de jeu à l'intérieur du jeu. Ça, c'est Michel qui m'a proposé ça, carrément qu'on puisse faire une partie d'un jeu de société en tant que fouine dans le jeu. Donc il y a des choses parfois très précises comme ça, où ça va encore plus loin que tout. Voilà. Et puis il y a d'autres choses au contraire où, par exemple, il n'y a pas forcément de persistance des endroits qu'on visite. C'est-à-dire qu'on a une chance sur un des 8 de retrouver le donjon qu'on avait commencé à visiter, parce que comme tout se réorganise, se réagence dans le chaos des profondeurs, plus on va profondément, plus il y a de chances qu'on retrouve jamais en fait l'endroit qu'on avait visité avant, ce qui va à l'encontre d'une des règles de base de l'OSR, qui normalement permet de rentrer au village et puis de retourner explorer, rentrer au village, retourner explorer, ce qui se faisait avant, ce qui se fait plus avec des dessins et des 2024, puisque maintenant on peut se soigner hyper facilement. Enfin voilà, donc j'ai essayé de trouver un compromis entre le lore encyclopédique ultra pointu et l'absence totale de lore, et j'espère que ça fonctionne à peu près. Ouais, après, le côté réagencement du réel, c'est compris justement dans l'univers de jeu, quoi. Plus tu t'enfonces, plus tu es dans quelque chose de chaotique. On va Ouais. pouvoir visiter des imaginaires. Et l'autre point où c'est déjà. Ouais, là, je pense déjà envoyer des petites perches pour ceux qui ont déjà lu le jeu. Un des points aussi qui est bien construit. Par exemple, tu dis oui, il y a un dragon qui est resté, qui est resté mystérieux avec des possibilités de choix pour le MJ. Il y en a 3 qui sont proposés, puis s'il n'y en a aucune qui te plaît, fais ce que tu veux. Toi, la cosmogonie, elle est posée. Les autres dragons, ils sont décrits. Les grandes puissances cosmiques, elles sont là. Voilà, il y a des choses qui sont déjà bien cadrées. Enfin, Effectivement. Voilà. Alors, à propos de puissance cosmique, puisque là, je vois qu'effectivement, tu me tends une perche. Donc, il y a 2 entités puissantes qui vont agir un peu sur le destin des fouines. Donc, il y en a une qui est plutôt une entité positive, voire même très positive, une sorte, on va dire, d'archange féerique, qui s'appelle donc la Fée Bleue. Je me suis évidemment inspiré de Pinocchio, du fait d'être tenté par le mal, de devenir un âne, etc. Et donc la Fée Bleue, elle est là quelque part pour protéger les enfants. Donc à chaque fois que les fouines agissent de manière non violente, intelligente, accumulent du savoir, essaient de construire au lieu de détruire, on va dire la vérité, se montrer honnête au lieu de mentir et d'essayer de manipuler, elles obtiennent des récompenses qui sont des petites pièces de monnaie bleues.
plus elles en accumulent, plus après elles peuvent les échanger avec la fée bleue. Elles rencontrent la fée bleue dans leur sommeil et la fée bleue leur donne un pouvoir qu'elles peuvent utiliser une fois. Puis après, il faut recommencer le processus et tout. Donc ça, c'est l'entité positive. Et l'entité négative, là, je me suis inspiré, pareil, un petit peu d'une sorte de Stromboli, qui est le personnage du film de Disney, donc un gros monsieur avec une grosse barbe, qui est donc le bon père. Donc lui, les fouines peuvent faire appel à lui. Et elles vont obtenir quelque chose s'il s'agit d'être violent, mentir, détruire, etc. Elles vont l'obtenir immédiatement, mais elles vont avoir une punition, comme une sorte de balafre, un coup de fouet, en fait, qui va faire du mal à leur esprit, qui va un petit peu les blesser leur esprit. Et donc, il y a un contre-coup, en fait. Et ça, c'est toi qui me l'avais proposé. Donc, du coup, c'est marrant parce que je viens de le taper aujourd'hui, ce que tu m'avais proposé comme modification du jeu. Plus les fouines avancent dans leur rang, plus elles subissent effectivement la tentation de faire appel au bon père, parce qu'il y a le risque de vieillir et de plus pouvoir partir à l'aventure et de finalement sombrer dans cette espèce de brume horrible qui réduit les adultes en esclavage. Et donc, Et du effectivement, coup, il y a ce danger toujours, etc. Donc, plus ça va, plus en fait, la fortune va demander en fait aux joueurs de faire des jets, de faire des tests pour voir si les fouines, leurs fouines résistent. Oui, ah non, mais du coup, je te laisse finir ta phrase et je reviens sur. résiste à cette tentation parce que avoir de l'aide immédiatement, par exemple, tue-moi cette créature parce qu'on va tous mourir. Boum, la créature meurt. Ah bon, ok, d'accord, mais je suis bien contre-coup. C'est très tentant. Donc, Parce que je voulais effectivement qu'il y ait ça dans le jeu, quoi. une des particularités du jeu sur lequel Yann n'a pas du tout insisté, et là où je suis allé faire des remarques, parce que là, la manière dont vous parlez des puissances cosmiques, il y a un côté manichéen. Et c'est une bonne chose qu'il y ait une puissance positive très marquée dans le jeu, parce que si vous avez intégré les quelques trucs qu'on a lâchés sur le jeu a un aspect extrêmement glauque pour les gosses que vous jouez. Vous savez qu'en vieillissant, vous allez devenir des esclaves serviles des usines de la surface. Donc vieillir, grandir, c'est plus l'aspect positif de l'enfance du oui, je grandis, c'est cool. Grandir, c'est pas seulement s'approcher de la mort très lointaine de quand tu auras l'âge de papy mamie. C'est voilà, t'atteins la puberté, c'est finito pour ta gueule. Donc c'est une immense pression pour eux et une des promesses du bon père, c'est que vous n'allez pas vieillir et vous allez échapper au triste sort de devenir les esclaves des maîtres de la surface. Bien évidemment, il y a une enculerie sous roche. Hein. Le bon père, voilà, ça va pas être gratuit du tout pour ta gueule. Non, non, effectivement, voilà, au bout d'un moment, quand on fait trop appel à lui, on arrête de vieillir, effectivement. On reste un enfant pour toujours, mais il y a une contrepartie vraiment pas sympa du tout, du tout, du tout. Ah, c'est Enfin, pire voilà. que Peter Pan. Hein. Voilà, ça c'est clair que, voilà, c'est pareil, je me suis inspiré aussi de Peter Pan, effectivement, dans une version très, très glauque. Bon, je suis fan de Loisel, donc voilà, ça m'a parlé aussi ça, le côté je veux pas vieillir, je suis prêt à tout pour pas crever, enfin voilà, etc. Donc, en gros, c'est à peu près comme ça que fonctionne le jeu. L'idée, c'est qu'on bascule tout doucement d'un jeu à mission vers un jeu à scénario, puis finalement à campagne, puis finalement avec une fin. Et je voulais que le jeu soit un burst, effectivement, mais pas un burst qui se grille vite, un burst qui se grille lentement, qui se savoure, et qui brûle tout doucement, etc. Et au niveau des autres basculements, je l'ai eu rien qu'en sensation à la lecture. C'est tout ce basculement que tu pars de la proposition de base. Oh, youpi, on joue des petits enfants qui sont mignons et qui arrivent à faire du crawling, à revenir vivants, puis à s'entraider. Hop, il y a la gentille petite fée bleue, puis on a de petits pouvoirs magiques de l'amitié, machin. Ah, plus tu découvres l'univers, plus l'univers pue du cul. Enfin, toi, c'est pas aussi glauque que Little Fear, mais il y a des aspects de Fouine qui sont pas rigolos du tout. Quoi. C'est pas un jeu pour Enfin enfants. bref, oui. Non, oui, c'est clair. En plus, les fouines sont en compétition, donc il faut parfois jouer des mauvais tours aussi aux autres fouines pour réussir à se bouger un peu. Mais mes testeurs, par exemple, là, ils ont pris la décision de voler un élément de la bannière d'une fouine rivale. Parce qu'ils avaient besoin de cet élément, parce que l'émissaire leur avait demandé, je suis d'accord pour faire
une mission avec vous, mais il faut que vous alliez me chercher ce truc-là que j'avais repéré sur une bannière l'autre fois. C'est hyper interdit, ça se fait pas du tout d'abîmer la bannière d'une autre équipe. Donc en fait, ils risquent le bannissement. Alors ils ont été obligés de négocier avec cette équipe-là. Et oui, il y a une ambiance à la fois de grande fraternité, où on défend son quartier, où on essaye d'aider les crapoteux. Les crapoteux, c'est les enfants qui sont trop jeunes, trop fragiles ou qui ont trop peur de devenir des fouines. Ils sont en majorité, bien sûr. Donc c'est mignon. Et puis oui, tout à coup, on va tomber sur des malédictions immondes dans les profondeurs. Il y a toutes sortes de créatures abjectes. Il y a une très forte influence, bien évidemment, des écrits de Lovecraft et de tous ses potes là-dedans. Hein, oui, il y a des tentacules, ça c'est clair. Il y a des créatures qui viennent d'autres univers. Il y a des démons. Il y a différentes sortes de morts-vivants que j'appelle des sans-repos. Il y a des machines sans pitié, des machines pensantes. Et puis dans le passé très lointain de l'univers de Fouine, donc là c'est ma petite référence à Pique-nique sur le bord du chemin, alias Stalker, hein, où en fait il y a des extraterrestres qui sont venus, qui ont en gros bien foutu la merde, réduit tout le monde en esclavage, fait des expériences sur le vivant, sur la nature même de la réalité. Ils ont été vaincus par les fameux dragons anciens, les grands dragons. Mais il reste des tas de saloperies d'eux, des laboratoires abandonnés avec je ne sais pas quelle sorte de créature horrible on pourrait trouver, quelles engeances, quelles aberrations on pourrait y trouver. Et oui, dans les secrets du MJ, il y a des trucs sur les vieux extraterrestres. Et dans les options de bidouille du MJ, il y a des trucs sympas sur les vieux extraterrestres. Je ne m'en dirai pas plus. D'ailleurs, quand je l'ai décrit dans le livre de base, c'est rien d'autre que la grande race. Hein. Voilà, ils font 3 à 5 mètres de haut, ils ont effectivement 2 pinces, des pédoncules en haut, un corps annelé. Enfin voilà, j'ai complètement piqué ça parce que je trouvais que c'était vraiment sympa de les intégrer à mon univers. Il y a une illustration d'ailleurs où on les voit et en fait, c'est clairement les créatures de Lovecraft. Enfin voilà. Donc j'ai essayé comme toujours. À chaque fois, on pense qu'on a inventé l'eau tiède, mais finalement, dès que je réfléchis à un aspect de Fouine, oui, je suis allé puiser dans les choses que j'aime. J'adore les enfants, j'adore leur fraîcheur, j'adore leur intelligence, j'adore la manière dont ils peuvent parfois nous désarçonner, nous bouleverser. Pour moi, c'était logique que ce soit les héros du jeu. Je trouve que les adultes, c'est de la merde, ils font la guerre, ils font des conneries. Enfin, bref. Peter Pan revu en mode germinal avec une pointe de Lovecraft. Donc, toi, plus on s'enfonce dans les mines, plus il y a machin. On n'a pas parlé du. Moi, j'ai pas voulu trop t'emmener là-dessus, mais il y a vraiment aussi un côté sous-texte, critique de la société productiviste, je trouve. Complètement, bien sûr, oui. L'idée que finalement, quelque part, quand on grandit, on se rend compte que chaque jour, il faut aller gagner sa croûte et que si on ne gagne pas sa croûte, on n'a pas d'argent et que si on n'a pas d'argent, on meurt en fait. C'est dingue. Quand on y pense, en fait, c'est fou cette société. Donc oui, ça m'a un peu influencé aussi. Voilà. Il y a aussi une référence, bien sûr, aux bons vieux films qui ont bercé mon enfance. Ma référence de base, vraiment, en fait, quand j'ai conçu Fouine, c'était les Goonies plus Donjons et Dragons. Ça a fait tilt comme ça dans ma tête. C'est les Goonies, mais en fait, ils font ça plusieurs fois. Ils le font pas qu'une fois. Ils le font plusieurs fois et ils y retournent. Voilà. Mais sinon, c'était vraiment ça. C'était l'idée avec les adultes complètement débiles, évanescents ou maléfiques, qu'il peut y avoir dans effectivement les Goonies, les Fratelli, etc. E.T. aussi m'a beaucoup inspiré. Pareil, c'est une histoire d'enfants qui font du vélo. Enfin, c'est des kids on bikes. Stranger Things a relancé le truc avec Super 8 aussi. Et donc, oui, tout ça, ça m'a influencé. Et j'ai essayé de faire un truc qui soit à la fois flippant, glauque, horrifique, parce que ça me parle aussi beaucoup, où il y ait en même temps cette importance de l'amitié, du groupe, de la fraternité, qu'on se serre les coudes, etc. Et en même temps, une espèce de critique politique un peu basique. Hein, le capitalisme, c'est mal, l'entraide, c'est mieux. Mais bon, c'est ce que je pense. C'est un peu comme ça que je vois le monde. Et puis voilà. Ok. Voilà. Du coup, pour le capitalisme, sans même être dans le truc trop binaire, comme tu viens de nous faire ton gauchisme binaire, effectivement, tout le côté, les rêves d'enfants qui sont broyés en grandissant face
parce que tu disais, bah voilà, hein, le réel, il est comme ça, et puis tu es dans un système qui fait que bah, va falloir que tu ailles bosser, puis bien fermer ta gueule. C'est, enfin voilà, je trouve le surtexte, sous-texte intéressant. Moi, ça m'a bien parlé, hein, parce que je suis sorti depuis 5 ans du système, voilà, du système salaire, machin. Donc voilà, en tant que décroissant, enfin, je trouve ça très, très parlant. Mais bah, non, mais c'est super dur. Enfin, c'est un vrai Ah combat bah, quotidien pour en sortir. dès lors que tu as envie de vivre à côté du système, oui, j'imagine que ça doit être très très compliqué, et qu'il faut faire un trait sur un certain nombre de choses, mais on doit probablement aussi gagner un certain nombre de choses, j'imagine. Je sais pas, moi j'ai toujours été un salarié bête et méchant, hein, pour le coup. Je fonctionne comme ça. Nous Enfin sommes voilà, grandes quoi. filles. J'ai arrêté de m'idéaliser. Mais ouais. Et donc, du coup, alors, on a parlé du lore de fond. Mmh. Si tu en dois parler un petit coup système, machin, je t'en prie, mais Oui. moi, j'aime pas les auteurs sur le système, parce que voilà, moi, j'en prie, en plus, je l'ai Bon, lu, donc je n'ai pas de alors, questions. Et je me tais. Je fais concrètement, hein, une grande. j'avais plein d'idées pour le système, mais je savais que je voulais en créer un. Je savais que je voulais créer un système. Je voulais vraiment, c'était un défi que je m'étais lancé. Moi, j'ai toujours été mauvais en mathématiques, j'ai pas du tout l'esprit logique, ou en tout cas, j'ai pas l'esprit logico-mathématique. Je suis bon en philosophie, par exemple, en littérature, tout ça. Je sais écrire un texte qui tient à peu près la route, avec un début, un milieu, une fin. Mais effectivement, ouais, la logique, c'est pas trop mon truc. Mais je voulais réussir à faire ça. Donc, j'ai imaginé un Petit système conseil pour tous avec. les philosophes qui doivent péter une durite, qui, comme moi, quand un lettreux vient et qu'il oppose philosophie et logique. En philo, on fait de la logique Mais formelle. je sais C'est-à-dire bien, qu'on a je des sais bien. cours de logique formelle. Ouais, Du tu prêches un convaincu, hein. Sauf que voilà, c'est juste drôle, mais quand tu entends les matheux, eux, ils détestent la philosophie, et souvent ils disent c'est l'inverse des maths. Alors que moi, c'est un peu ma manière à moi, justement, de faire des mathématiques. Donc, bah, j'ai conçu un système avec pas beaucoup de granularité, puisqu'on lance des D8, et que 8, bah, c'est pas une grosse somme. Donc, on peut faire soit 1, soit 8. On lance un pool de D8, mais pas trop. On peut en lancer 4 au maximum, et encore si on est spécialisé. Et puis, on prend le meilleur de tous ceux qu'on a lancés, c'est-à-dire le plus élevé, hein. Il faut faire le score le plus élevé. Donc, si on a fait 8, logiquement, bah, on a réussi a priori ce qu'on tentait de faire, puisque les niveaux de difficulté vont de 4 à 7. Si on fait égalité, bah, il y a des petites règles pour gérer les différentes formes d'égalité, notamment en combat. Généralement, ce que j'aime bien faire, c'est dire aux joueurs de choisir entre les 3 possibilités. Soit tout le monde touche, soit personne touche, soit on relance. En gros, c'est ça. Il y a un petit dé spécial, donc là, c'est le côté un peu FU, où ce dé spécial, selon ce qu'il fait, soit il fait 1, soit il fait 8. S'il fait 1, bon, bah, c'est l'échec est augmenté, donc c'est une catastrophe. S'il fait 8 et que c'est un échec, bon, bah, ça veut dire qu'on a raté, mais que finalement il y a un petit effet qui se coule sympa. Et puis, bah, par contre, si on fait 8 sur le dé de fortune, c'est la super réussite de la mort, qui est plus forte que les autres 8, etc. Donc, un Voilà. système de validation et de pondération des critiques. Oui, voilà, très bien, très très bien, parfait. Et puis après, je voulais simplement avoir un petit système de combat théâtre de l'esprit, mais avec une petite aide tactique qui n'est pas obligatoire. On peut très bien tout faire en théâtre de l'esprit, mais voilà, je voulais créer une petite aide tactique avec simplement une sorte d'espace abstrait. Alors, c'est pas du tout un espace concret, une représentation concrète de l'espace de combat comme dans Donjons et Dragons, avec les petits quadrillages. Mais c'est plutôt qui est en combat au corps à corps, qui est à distance, qui est caché, qui a décidé de quitter le combat pour l'instant, ou alors n'est plus en état de combattre. Et puis bon, on se déplace tout simplement d'une zone à l'autre en fonction de ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et bien sûr, après, comme on est en théâtre de l'esprit, on peut ajouter des éléments. Ça, par exemple, mes testeurs le font beaucoup. Je leur décris une scène, je leur dis voilà, on est dans l'antre d'un mille-pattes géant. Donc, il y a des tas de cadavres d'insectes morts et de petits mammifères morts. Et bah, tout de suite, il s'empare de trucs. Il dit ah bah tiens, moi, je vais me planquer sous le tas de cadavres. Comme ça, il ne me verra pas. Et puis, je vais jaillir tout à l'heure et ça va me faire un bonus. Enfin, voilà, l'idée, c'est vraiment que on fait un petit peu de. Alors, participatif, voilà, de narration partagée, on va dire, un minimum. Je décris la scène et après les joueurs, en fonction de ce que je leur ai dit, me rajoutent des petits éléments.
Et puis on construit effectivement les combats de cette manière-là. Ça fait mal. On peut rapidement arriver à Avant perdre que pas tu mal développes de. sur Oui. la létalité des combats, donc déjà petit coucou à Olivier Ramillo pour les histoires de cartes. Et voilà. Et pour ceux à qui ça parle, c'est vraiment proche de la mécanique de Winterfest pour voilà, savoir si vous êtes vraiment au cas, compagnie de la baston, légèrement décalé. Voilà, on est sur. C'est une carte, mais c'est une carte mentale de à quel Oui. point vous êtes en plein cœur du combat ou pas. Très bien ça, carte mentale, ouais, c'est pas mal. En fait, c'est juste une aide pour se souvenir. Alors, on pourrait aussi donner bêtement des cartes où tu l'avais dit, simplement donner un post-it, dire voilà, bon, toi, tu es là, toi, tu es en train de faire ci, en train de faire ça. Moi, je voulais qu'il y ait un petit plateau parce qu'en plus, je voulais le dessiner, donc je l'ai dessiné. Je suis content, c'est joli. Et puis, effectivement, je vais effectivement implémenter pas mal de petites choses dont vous m'avez parlé, notamment l'idée toute simple d'Olivier qui est de réduire la zone de combat, voire même d'interdire le combat à distance dès lors qu'on est dans un endroit exigu, ou à l'inverse, au contraire, dire que c'est open bar et qu'on a des bonus quand on fait du combat à distance parce que c'est vachement grand l'endroit où on est et c'est très bien éclairé. Enfin, voilà, donc on peut adapter effectivement. Voilà. Après, les personnages se créent tout simplement en Ah, quand répartissant je t'ai des coupé, petits. tu étais sur la létalité. Parce que je t'ai fait perdre ton fil, mais je voulais pas. Enfin, Oui, c'était pas pour te perturber. Tu en étais sur la oui, oui, oui. létalité du système qui. Voilà, donc Ah je me oui, retire. exact. Alors, globalement, donc les personnages commencent avec 12 PC, des points de cran. Parce qu'en fait, on perd des PC à la fois physiques, mais on peut aussi en perdre des psychiques. Et c'est sur la même jauge. Donc finalement, en fait, il y a juste une manière différente de les marquer. Mais quand ça s'accumule, après, on est hors de combat, on ne peut plus faire grand-chose. On peut continuer à se déplacer, etc. Mais en tout cas, on ne peut plus combattre. On ne peut pas mourir au début, parce que je ne voulais pas faire mourir des enfants trop tôt, mais ils peuvent finir par mourir quand même à la fin, quand ça a du sens. Ça, pour moi, c'était pareil, c'était important. Globalement, on commence à 12 PC, et un monstre très puissant enlève d'un seul coup 8 PC. Donc, ça fait mal, en sachant qu'on ne pourra jamais dépasser 20 ou 21 PC tout au cours de sa carrière. Donc ça reste extrêmement dangereux, ça fait mal tout de suite, et en plus les dégâts sont des sommes fixes, on lance pas les dés. C'est toujours 8, 8, donc t'es déjà mort, en tout cas tu sers plus à rien. Enfin voilà quoi. Après, c'est toujours pareil, hein, il y a 4 niveaux de monstres. Voilà, ceux qui sont vraiment très faibles, il en faut 6 ou 7 pour embêter les gens. Ceux du milieu, bon, il en faut 2 ou 3. Et puis effectivement, un cador, hein, donc les gros costauds, hein, c'est comme ça que je les appelle, les cadors, eux, ils font mal tout de suite. Et puis, je peux Ce parler qui, des en monstres maintenant. crawling pour les MJ, est vraiment pratique pour, voilà, pour peupler ton donjon et créer ta zone. Ouais, ouais, ouais. Alors les monstres, enfin les monstres, les rencontres, parce que c'est pas forcément des monstres, même si en fait on est qu'un peu dans Donjons et Dragons quand même, donc on peut appeler ça monstre. Concrètement, il y en a 4 niveaux. Et ce que je voulais aussi, c'était qu'on puisse à chaque fois les rendre spéciaux. Donc pour un monstre du même type, en fait, on peut piocher dans ce que j'appelle des coups fourrés, c'est-à-dire des petits pouvoirs spéciaux qui peuvent être très différents d'un créature d'un même type à l'autre. Ce qui fait qu'on n'a pas cet effet, enfin en tout cas j'espère qu'on n'a pas cet effet dans Donjons et Dragons, à savoir ah c'est un troll, on va le brûler parce que les trolls sont sensibles au feu. Voilà, alors, ok d'accord, une fois qu'on a été surpris une fois, après on n'est plus jamais surpris et puis on a cette espèce de lassitude, non mais ce troll là il résiste au feu, ah merde alors qu'est-ce qu'on fait? Ou alors ce troll là, ah oui mais il a cette capacité là que les autres trolls n'ont pas, etc. Donc il y a vraiment plein de possibilités, il y a à la fois des coups fourrés passifs, des coups fourrés actifs, qui peuvent effectivement modifier les monstres. Et effectivement, j'ai créé des tableaux de matriciels en fait, qui permettent de créer plein de sortes de monstres de manière aléatoire, en te prenant comme exemple d'ailleurs, dans la description des monstres, c'est Bartus qui crée des monstres pour son équipe de fouines. Voilà. Voilà, Bart qui est un pote, et voilà. Et enfin, Ah oui, juste excuse-moi. pour rebondir, non, mais juste pour rebondir par rapport aux monstres, là, j'ai noté les trucs sur lesquels je voulais t'emmener après. Ah, Ce que moi j'ai bien apprécié justement au niveau des monstres, c'est on a ce côté monstrueux de l'enfance, à savoir, c'est ce que tu disais, enfin, les monstres, c'est pas des espèces, on n'est pas dans des dés, on ne sait pas sur quoi on tombe, et donc du coup, le monstre a cet aspect, enfin, toi, l'étymologie du monstre, quoi, celui qu'on montre, le difforme, le différent,
l'inattendu, le Oui, oui. croque-robert qu'on peut pas prévoir. En fait, t'es pas c'est l'anti-Witcher. Au-delà de DD, c'est l'anti-Witcher. Vous ne Ah pouvez oui, pas être des complètement. chasseurs de monstres au sens où vous avez une connaissance sur eux, vous connaissez en fait les animaux bizarroïdes et Mm. magiques. C'est non, les monstres, ça va être un truc aléatoire, dégueulasse, déformé par le chaos, et va falloir s'adapter à chaque fois. Alors, après, je vais quand même un peu modifier, hein. Je vais revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a des espèces fixes quand même, malgré tout. Par exemple, les animaux sont a priori récurrents. C'est ce que je mets d'ailleurs dans le livre de base. Je dis, bon, bah, les animaux, a priori, sauf s'ils sont modifiés par le chaos, mais à ce moment-là, c'est plus des animaux, c'est des aberrations. Ils ont d'autres caractéristiques, notamment celle de vous éclater à la gueule à n'importe quel moment du combat. Voilà. Mais oui, les animaux, il y a des espèces animales, etc. Il y a des trucs assez fixes. Et surtout, au bout d'un moment, au fur et à mesure qu'on va créer sa campagne, bah, on va fixer des choses. On va forcément définir des créatures qui vont revenir. Je prends comme exemple les fonds gnomes, par exemple, qui sont des hommes champignons. Bah, ces hommes champignons, ils peuvent servir effectivement d'éléments clés dans une version de la campagne particulière. Donc il y a à la fois des choses qui sont un peu fixes, et en même temps il y a la possibilité de se lâcher complètement et de faire du gonzo absolu, en mode voilà, on va rencontrer je sais pas moi, des êtres éponges roses à 3 yeux dans une salle où des bras et des mains sortent des plafonds, et là-dedans il y a un coffre coquillage avec une perle qui invoque des sirènes, ou je sais pas, voilà. Donc vraiment dans le délire total, qui est très à la mode en ce moment, hein, dans le milieu de l'OSR, avec effectivement des trucs comme Troïka par exemple, où vraiment l'univers qu'on découvre au fur et à mesure qu'on lit le bouquin est complètement dingue, et Ultraviolet, Grassland aussi, où on voit bien que c'est vraiment la folie. Et en même temps, ouais, il y a des éléments qui vont pas trop changer a priori, notamment oui, les animaux. Et puis il y a deux races antiques qui n'existent plus, deux espèces de créatures intelligentes qui n'existent plus, sont tous morts. C'est ma version des elfes et ma version des nains. J'ai appelé ça les alfres et les snorri. Il reste des vestiges de leur civilisation, alors que je décris un peu comme des elfes et nains, on va dire classiques, avec quelques petits éléments bizarres que j'ai rajoutés. Mais je voulais qu'il y ait cette idée post-Donjons et Dragons aussi, parce que quelque part, le passé de Fouine, c'est un bon vieil univers de Donjons et Dragons ou de fantasy classique. Donc on est dans du post-Donjons et Dragons quelque part. Qui a mal tourné. Ouais, c'est pas bien. En fait, c'est du post-apocalyptique, mais souterrain, purement souterrain. D'ailleurs, on voit jamais le ciel, hein. L'objectif du jeu, d'ailleurs, c'est de voir le ciel, de réussir à voir le ciel. Oui, ça a pas bien fonctionné, c'est sûr. Et ouais, enfin, on ne reviendra pas sur les elfes et les nains, mais c'est vrai que voilà. On sent bien que c'est des elfes et des nains. Tu as essayé de faire des petits trucs, ils ne sont pas exactement, mais voilà. Ouais, on se refait pas. Bah, après, bon, je voulais aussi faire un petit hommage à la fantasy classique dans l'univers de mon jeu. Je trouvais que c'était sympa. Il y a de la bonne vieille nécromancie, il y a des bons vieux démons qu'on peut invoquer. Enfin voilà, des trucs de base qui reviennent très souvent. Du démon démoniaque, pas du démon, du genre juste j'ai une sale tronche, mais je viens d'une dimension Ah parallèle et non, je suis. non, vraiment des démons pas sympas. Enfin, il y en a des vraiment pas sympas du tout. Enfin voilà, il y a des trucs pas mal. Enfin, oui, c'est à la fois très classique pour certains éléments, et en même temps pour d'autres, j'ai essayé vraiment d'être dans la création de monstres. Voilà. On peut considérer aussi qu'on vire complètement les éléments fixes, qu'on garde que le côté création de monstres à partir des tableaux de création, et puis on s'amuse vraiment à faire rencontrer des escargots géants qui jouent de la Yann, il n'y a musique, pas je sais que pas les quoi. Enfin, monstres. Hein. L'ensemble du jeu, il a un côté classique légèrement décalé. oui, oui, oui. Toi, si on C'est veut le clair. résumer, c'est un crawling. Oui, c'est un crawling, mais avec des enfants. Ouais. Toi, à chaque fois, on peut prendre. Il a un aspect très. Ce que tu disais, toi, c'est pas pour être péjoratif, mais toi, déjà vu, mais c'est Ah du oui, déjà vu traité autrement. Toi, oui, le oui. côté crawling avec les enfants perdus de Peter Pan, parce qu'il y a vraiment. Enfin, moi, je l'ai ressenti Mhm. comme il y avait ça. Oui, Toi, c'est du décalé. Et les deux points sur lesquels je voulais t'embêter, après tu repars où tu veux. Bon, déjà, je trouve une des forces de Fouine, c'est qu'en termes de vrai jeu de rôle où on joue des enfants, où l'enfant c'est vraiment la thématique centrale, bon, on n'en a pas tant que ça.
Enfin, toi, sorti de Little Fear et Tiny, moi là, spontanément, j'en ai pas en tête. Il y a Explorateur de ruines aussi, de Ouais, Vivi Féasson. ouais. Je lui fais un petit Ouais. coucou parce que c'est quand même grâce à lui que j'ai commencé ma carrière d'illustrateur, puisque j'ai illustré les Erandukio. Et en fait, quand j'ai vu Explorateur de ruines, qui est sorti De Brume. de Brune, qui est sorti il y a quelques années, je me suis dit ah ouais, c'est pas mal ça aussi comme truc, quoi. Ça m'a sûrement un peu influencé aussi dans ma tête, c'est très probable. Alors c'est pareil, on m'a beaucoup parlé de Made in Abyss. Alors, on m'a dit ah mais Ah, là, ton je ne jeu c'est connais Made pas. in Abyss, quoi. Alors c'est un animé où il y a des enfants qui visitent des souterrains, c'est hyper dangereux, etc. Et ils ont effectivement des petits casques avec des petites lampes et tout. Et ce qui est drôle, c'est que je n'ai jamais entendu parler de Made in Abyss jusqu'à ce que je crois que c'est Alban, le Collen, qui me l'a dit sur Facebook. Il m'a dit mais attends, ton truc c'est Made in Abyss, c'est quand même un peu abusé et tout, t'as copié. Et je dis mais c'est quoi Made in Abyss? Et après je suis allé voir et je fais ah ouais merde, c'est vrai que ça ressemble quand même visuellement. Enfin, les deux personnages principaux de l'animé pourraient complètement être des fouines. Ça c'est clair. Donc voilà, mais c'est vrai que oui, c'est du classique. Il y a un maître de jeu, on lance des dés, on fait des combats, il y a des créatures, on fait du dungeon crawling, mais à chaque fois, j'ai essayé en tout cas j'espère que j'ai réussi, d'ajouter des éléments qui sortent de l'ordinaire, voilà. Je voulais un cadre de jeu très resserré aussi, je voulais pas qu'il y ait des immenses territoires, je voulais qu'il y ait juste une cité avec en haut les gens qui décident et qu'on voit jamais mais qui sont vraiment des enfoirés, en bas le danger et au milieu l'endroit où on essaye un peu de survivre dans une espèce de purgatoire très, très glauque, un peu immonde, quoi. Avec en plus donc la faim, la peur, la misère, parce qu'on on est un peu livré à nous-mêmes, etc. Donc oui, mais sinon oui, c'est un jeu de rôle très classique parce que déjà j'avoue que je suis pas, alors je me considère pas comme un game designer, hein. Je suis pas, alors moi j'ai créé un jeu, mais voilà, je suis pas aussi calé que ce que je voudrais être. Et même si j'aime beaucoup les trucs très nouveaux, très novateurs, très bouleversants qui peuvent sortir, je pense à des trucs comme les trucs de Maison Nébuleuse par exemple, qui sont vraiment très originaux avec carrément des aventuriers où il y a des nuages de mots et puis on pioche dans les nuages de mots les actions de nos personnages, des trucs très intéressants comme ça. Mais c'est vrai que moi c'est des bonnes vieilles pantoufles que j'aime, quoi. Donc une bonne vieille partie de Donjons et Dragons, moi enfin a priori c'est ce que je préfère encore maintenant malgré tout en jeu de rôle. J'ai joué à beaucoup de choses, j'ai maîtrisé beaucoup de choses. Mais ouais, un bon vieux donge, un bon vieux crawling, c'est sympa, quoi. Et le dernier point sur lequel je voulais t'embêter et qui va nous ramener au début de cette vidéo, c'est quand tu as fait non, mais moi je voulais pas de carte, l'éditeur il a dit carte. Est-ce que, vu qu'en plus toi tu as quelques compétences au niveau d'illustration, Oui. il faut qu'on fasse aussi des illustrations, tu peux pas faire une carte modulable, toi un truc avec la carte genre la ville au-dessus, le fasser, et puis après sur quelques pages, des petites icônes en fonction des lieux déjà construits Pas mal que ça. le MJ va pouvoir toi imprimer, découper, Ouais, un photocopier. template. Ouais, t'as un Et ouais, template et après tu le complètes. Oui, c'est ouais, pas idiot ça. C'est pas mal, ça oui, peut c'est être vraiment cool. intéressant. C'est intéressant. Parce qu'il y a plein de MJ qui n'auront pas toi le niveau pictural à faire à se lancer, à se dire je vais faire une jolie carte et qui vont faire un truc un peu dégueulasse ou qui vont pas être contents d'eux-mêmes. Et ça, déjà, on aurait un outil de base qui fait que Ouais. je crois que les MJ vont plus pouvoir s'emparer pour créer un joli truc à eux et puis à leur table. Après, moi, bon, après, on pourrait discuter pendant des heures là-dessus, hein. Est-ce qu'on a besoin, c'est une question fondamentale, on pourra en discuter pendant des heures, est-ce qu'on a besoin de support visuel pour faire du jeu de rôle? Aussi dingue que ça paraisse de la part d'un illustrateur, moi je pense que non. D'ailleurs, Ah, mais d'accord avec toi, je mais je suis montre en très artiste. peu d'illustrations à mes joueurs. C'est ça qui est drôle. Je veux dire, d'ailleurs, ils me font chier des fois. Ils disent mais t'es illustrateur, tu pourrais le dessiner ce truc-là. Enfin voilà, Les quoi. joueurs, les gens en ont besoin. Tout à l'heure, tu parlais Ah de oui. Troïka. J'ai mis un supplément, le truc que j'ai écrit dont je suis le plus content, gratuit sur Lulu, qui est un supplément pour Troïka. Il n'y a pas de mise en page, il n'y a pas d'illustration. Le truc, il a été téléchargé 20 fois, quoi. J'ai eu 2-3 retours de gens qui me disent ouais, c'est vachement cool, mais tout le monde s'en branle parce qu'il n'y a pas de jeu Il n'y a pas d'illustration. d'illustration. C'est pas vendu sur un joli papier, machin. Ouais. Ça Enfin, voilà. touche les
Alors C'est vrai qu'un que moi j'ai en vrai, tendance un à jeu pour maîtriser. Ouais. Moi, j'ai tendance à maîtriser de manière très aride, hein. C'est vrai que je suis toujours très surpris quand j'ai des MJ qui sortent de la musique, qui sortent une illustration à chaque scène. Là, par exemple, en ce moment, je suis en train de faire une campagne là. À chaque pièce qu'on visite, il y a une illustration. Alors évidemment, c'est de l'IA, donc Burke. Mais bon, bref, comme s'il y avait absolument besoin d'un support visuel, parce que sinon les gens ne sont pas foutus d'imaginer. Alors, je sais bien qu'il y a des gens qui souffrent d'aphantasie, je sais bien qu'il y a différents niveaux d'aphantasie d'ailleurs aussi, mais c'est vrai que moi j'ai tendance à maîtriser vraiment en mode théâtre de l'esprit absolu, total, alors que je pourrais fournir beaucoup plus d'éléments visuels. Alors des fois je le fais, je fais un rapide petit croquis pour montrer quelque chose, mais c'est très rare. Et par contre, alors là où tu as entièrement raison, c'est que d'un point de vue commercial, de toute façon, oui, il faut des belles illustrations, c'est ce qui permet de vendre, c'est ce qui donne aussi du cachet d'ailleurs à un jeu, ça, il n'y a rien à dire, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est évident. Moi, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs d'acheter des jeux juste parce que j'adore les visuels, truc Bank Chronicles par exemple, voilà, c'est juste magnifique, quoi. Mais ouais, en fait, j'aime pas. Alors, évidemment, j'adore ce que fait Olivier Sanfilippo, les magnifiques cartes et tout, c'est splendide, c'est magnifique, j'adore. Mais c'est vrai que j'aime pas trop les villes hyper précises avec la maison de machin ici, la maison de bidule ici, parce qu'après, ça nous enferme dans un lore encyclopédique où, alors déjà, il va y avoir des joueurs qui vont faire actually. Excuse-moi, mais cette maison, elle est pas là, elle est là. Et puis aussi, ouais, je trouve que ça, à la fois, c'est un chouette support quand on n'a pas d'imagination et en même temps, ou qu'on en a moins. Et en même temps, ouais, ça ferme un peu trop, je trouve. Mais c'est vraiment un point de vue personnel, ça. Parce que je sais qu'il y a des gens qui ne jurent que par les univers ultra encyclopédiques, genre RuneQuest, où tu as vraiment des territoires entiers, des cartes, en veux-tu, en voilà, où chaque ville, chaque village est décrit, où il y a des 32 clans, enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est pas trop mon truc, quoi. Oui, enfin, c'est une histoire de goût. Et là, en plus, on a complètement dévié, parce que tu vois, il y a le côté entre l'illustration qui t'aide au moment où tu es dans une scène, Mm. et l'illustration qui t'aide pour visualiser un monstre. La carte, qui je trouve est un cas très particulier, parce que toi, Oui, la carte ne sera pas la même chose, la carte à Fouine, où c'est tout l'univers de jeu, et la carte dans un EDC, qui a un univers en fait qui est très libre de créativité quand tu prends l'ensemble de l'Empire, oui. alors que les villes, tu as l'impression qu'Olivier, il sort une loupe. Tu as des trucs très vagues partout, très ambiance, et tout d'un coup, tu arrives à un endroit et boum, Bim. loupe. Voilà. Et dans l'endroit, tu as plein de trucs non décrits, tu as des pierres cheloues, tu dis, c'est quoi ça? Tu t'en parles pas. Ils te laissent les pierres cheloues sur les cartes, à toi de délirer. Par contre, tu vas voir tel endroit, oh, c'est la boulangerie, une machine. Tac, 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 tac. D'ailleurs, il l'a fait dans un supplément. Il y a un Oui. supplément, on une trip sur la boulangerie truc. Alors que tu as plein de machins sur la carte qui est chelou. Bah, toi, c'est encore un outil différent. Oui, oui, c'est clair. Voilà, on est Et parti en live. pareil, un truc que je ferais jamais, alors que je pourrais le faire, c'est montrer l'illustration d'un monstre avant de le décrire. Non, on décrit le monstre. On laisse cogiter les gens, on les laisse gamberger. Et après, à la fin, on sort l'illustration. Voilà. Ça, ouais, mais ça marche parce que nous, on n'est pas atteint de ce que tu disais, d'aphantasie. Oui, oui, effectivement. Si tu as une mauvaise idée, toi, il y a des gens qui vont être tarifés. Enfin, c'est con, mais tu prends le vieux Lovecraft, au travers de l'histoire. On a vu qu'il y a des gens qui l'ont lu, qui ont été extrêmement marqués, qui ont trouvé des monstres, qui ont réussi à se les intégrer, et Oui. Burke, et ça a donné tout un pan de de la culture, même de la pop culture, voire des trucs très sérieux. Mhm. Et d'un autre côté, il y a des gens, ils vont lire ça, ils sont arrivés à la fin de la description du monstre. T'as un espèce de barbapapa avec 3 tentacules qui sort, et c'est juste, bon, j'ai envie de me marrer, quoi. Oui, Attention, il y a le oui, monstre barbapapesque. Parce que oui. tous les gens n'ont pas la même capacité d'intégrer le truc. Mhm. Enfin, bon, Donc oui, ton idée de carte modulaire avec des petits éléments qu'on pourrait rajouter est pas bête. C'est pourquoi pas. Je vais y réfléchir. En attendant, ouais, on va probablement proposer effectivement un petit quartier de départ éventuellement avec un petit livret de 10 pages ou quelque chose comme ça, juste histoire que les gens puissent le mettre le pied à l'étrier, qu'ils puissent avoir des petites accroches d'aventure, des petits PNJ récurrents, etc. pour pouvoir commencer. Mais en alors, je même suis temps, d'accord ouais, d'un point de vue du j'adore, bordel, c'est une très bonne idée. Pardon, après toi. excuse-moi, mais en même temps, j'adore les propositions justement sans univers, où on parle de presque rien. Je pense vraiment à Black Sword Deck, qui est vraiment
ma claque rolliste de ces dernières années, où tu as un bouquin qui fait, je crois qu'il fait même pas 100 pages, il fait quoi, 90 pages. Et tout de suite, en fait, tu t'entres dans le truc alors qu'il n'y a quasiment pas une ville de décrite, quasiment pas, il n'y a pas un dieu qui traîne ou quoi que ce soit, quoi. Il y a très peu de lore, il y a juste des monstres, mais hyper parlants, hyper forts, quoi. Ou Into the Odd. Into the Odd, j'adore aussi. C'est pareil, c'est très court. Les règles tiennent en 3 pages, mais c'est tout de suite. Je trouve que c'est parlant alors qu'il y a peu d'éléments de lore. C'est pas Into the Hood. Tu arrives sur un truc d'un imaginaire qui est quasiment vierge. On est dans un type qui est très peu exploité. Tu prends le Black Sword Hack, tu sais où t'es. Tu connais les rêves. Et en plus, il y a un côté, les deux jeux ont un côté créer ton univers, créer tes runes à explorer, machin. Mais toi, le Black Sword Hack, il peut se permettre complètement de se passer de l'or, parce qu'en fait, le lore, on l'a déjà. Oui, c'est les jeunes royaumes, quoi, en gros. Enfin, voilà, peu de choses près. Tu prends la carte de Moorcock et puis hop, c'est parti. Je voulais faire en plus, toi, Sword and Sorcery, c'est le truc où normalement les aventuriers ne trouvent pas une carte tous les 15 jours. Enfin, tu sais qu'au loin, là-bas, à l'est, il y a le royaume de Bidule, à l'ouest, il y a le royaume de machin. Et en fait, tu n'as pas eu des cours de géographie et tu n'as jamais vu de carte dans ta vie. De toute façon, tu t'en fous, tu ne sais pas lire, tu es un barbare. Tu es un barbare des steppes, tu ne sais même pas lire. Donc... oui, c'est vrai. Mais en tout cas, voilà, c'était les références un peu que j'avais en tête. Et en même temps, j'ai dû forcément. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, quand j'ai commencé avec Refwin, je voulais vraiment faire un truc de 30-40 pages, quoi. Je voulais vraiment faire un petit machin très sec, avec les. C'est un échec. C'est un échec. Mais en même temps, quand tu te fais récupérer par un éditeur et que tu lui dis que tu voudrais faire un petit projet de 30-40 pages, il fait ah oui, mais non, ça va pas être possible. Ça. Il faut faire un gros machin. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'effectivement, quand j'ai dit à. J'ai fait lire mon truc à pas mal de gens. Et David Abadi, il m'a dit mais en fait, ton truc, moi, je l'imaginais comme justement un petit jeu indé et tout. Et en fait, non, tu nous as fait un gros bouquin de rôliste massif avec plein de choses. Et c'est vrai qu'au final, il est très probable que le jeu fasse plus de 200 pages, probablement même un peu plus, oui. Voilà. Alors que oui, dans ma tête, c'était au départ, allez, un petit délire, on fait des enfants qui font du dungeon crawling, tac, 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 quelques monstres, 5 illustrations, je mets ça sur Lulu et puis parce que tu t'es laissé emporter aussi à produire de plus en plus. C'est clair qu'après, on rajoute, quoi. Un moteur de création bête et puis dire on joue des enfants et puis pas développer. Ouais. Et puis après, il y a Michel aussi qui est venu, qui m'a rajouté des choses qui étaient bien alléchantes. Je crois que c'est lui qui a inventé l'idée des doudous, notamment, parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Mais les personnages peuvent créer un doudou à partir de différents ingrédients qu'ils récupèrent dans les profondeurs, parce qu'ils ont chacun une sorte de dragon tutélaire, un peu comme un signe astrologique. Et quand ils font leur doudou, ça leur donne un petit pouvoir quand ils utilisent leur doudou en aventure. Donc c'est comme une sorte de petit bricolage qu'ils ont fait, une sorte de gris-gris en fait, voilà, qu'ils ont sur eux. Je crois qu'effectivement c'est lui qui est venu avec cette idée-là et j'ai trouvé que c'était vachement chouette, les enfants, les doudous, voilà. Un enfant de 12 ans avec un doudou, bah ouais, mais voilà quoi, t'as 12 ans, moi mon fils il a encore un doudou, hein. Il a un petit R2D2 en peluche comme ça et il dort encore avec quoi, alors qu'il a 13 ans et donc je me suis dit ouais c'est sympa, puis il y a le côté mignon justement, enfin voilà. Dans les trucs qu'on n'a pas parlé, tu vas dire oh zut, j'ai pas parlé de ça. Il y a les bases aussi qui sont importantes, les trésors de base aussi. Les trésors de base. Ah oui, oh là là, oui c'est vrai. Alors les fouines, elles ont une planque. Alors quand on crée les personnages, on doit non seulement créer le personnage, créer la bande, créer la planque de la bande et créer la bannière de la bande. Et comme je suis professeur d'art plastique, que je fais de la déformation professionnelle, il faut dessiner. Donc, il y a des emplacements précis sur la feuille de planque pour dessiner la bannière et pour effectivement la créer à chacun à son tour. Alors, on se passe la feuille, tiens, rajoute un petit élément sur la bannière. Alors, j'explique comment on fait dans le livre de base. Mais alors oui, les fouines ont une sorte de quartier général, une planque, dans lequel elles stockent leurs trésors et puis elles ont une bannière. Et en fait, plus on visite des endroits dangereux dans le gouffre, plus on peut ramener des trésors et des petits artefacts qu'on va accrocher à sa bannière. Et ça va être un peu comme notre espèce de... c'est pour montrer notre rang. Donc des fouines débutantes, elles ont 3 pauvres tentacules minables et puis une patte d'araignée géante et puis c'est tout. Et puis les fouines qu'on a vues, voilà, qui sont couvertes de cicatrices, qui ont 12-13 ans
qui ont vraiment plus rien à perdre du tout, bah, elles ont un crâne de démon sur leur bannière, et puis elles ont des bras de golems de pierre accrochés dessus, etc. Enfin voilà quoi. Et donc oui, on doit protéger sa planque, on peut la piéger, parce que bah, les autres fouines pourraient vouloir fouiller dans nos affaires. Et puis il y a aussi les questeurs qui peuvent faire des ratissages, hein. Plusieurs fois, ça peut arriver dans la carrière d'une fouine que bah, des mecs de la surface déboulent et puis ils ratissent tout ce qu'ils peuvent trouver pour éviter justement qu'on stocke trop de trésors et qu'on puisse bah, justement mener à bien la révolte. On Donc devienne ça peut être menaçant. une cahute, ça peut être une grotte, ça peut être. Alors il y a des champignons géants qu'on peut creuser pour faire sa maison à l'intérieur aussi dans la grande cité du Bourbier. Et donc oui, alors il y a plein de choses que j'ai rajoutées, hein. Il y a des combats d'arène sur lesquels on peut parier, hein. Donc ça c'est dans la partie un petit peu plus pointue du lore. Donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que c'est la partie pour la fortune, ça, pour le maître de jeu. Mais ouais, il y a plein de petits détails marrants. Les fouines créent de l'alcool. Donc elles boivent de l'alcool. Elles peuvent même. Alors je crois que je ne l'ai pas mis ça, mais je m'étais imaginé qu'elles pourraient même fumer des champis avec des grosses pipes un peu comme des hobbits, etc. Quoi. Mais voilà, il en faut pour oublier justement la souffrance et la misère, hein, aussi. Donc voilà, j'ai rajouté plein de petits éléments comme ça, oui. Donc en fait, quand on crée son personnage, on est tout de suite une équipe. On est tout de suite liés. On a d'ailleurs des petites règles de création de relations entre les personnages. C'est pas aussi pointu que Vampire, mais j'ai essayé de faire un truc un peu basique. Le voisin de gauche, le voisin de droite, ce genre de choses. Et l'idée, c'est que ouais, il n'y a pas ce bon vieux problème qu'il peut y avoir dans beaucoup de jeux de rôle, justement, dans Donjons et Dragons. On se rencontre dans une taverne et il y a ce moment je trouve très désagréable. Personnellement, j'ai jamais vraiment aimé ça. Où ouais, il faut créer le groupe. Alors bon, bah, on va accepter de suivre les autres parce que sinon, bah, il n'y a pas de partie. Mais on n'a pas vraiment de motivation. Alors après, c'est peut-être le boulot aussi du MJ de créer cette motivation. Tout le monde peut faire un effort, etc. Moi, je pars du principe un peu comme dans Shadowrun, que bah, on est une équipe de runners, enfin là on est une équipe de fouines, et qu'en fait on s'est mis ensemble parce que bah, on a un objectif commun, qu'on a vécu des choses ensemble avant. Enfin, voilà. Ouais, du coup, ça ouvre sur un autre truc, hein, mais la création de la team, le team building en Medfan, je n'irai pas là-dessus parce qu'en fait, il y aurait plein de trucs à dire. Mais voilà, c'est petite Je pensée à pense qu'on Lance peut le faire, Dragon. hein. Je pense qu'il faut Ouais, le bah alors, faire. C'est obligatoire, mais voilà, le bon vieux trope de allez, on a chacun créé notre personnage dans notre coin et il faut créer une équipe. Bah, du coup, on va faire la première partie ensemble parce que voilà, ouais, moi je l'ai vécu et je voulais surtout pas que ça arrive dans Fouine. Je voulais vraiment que dès le départ, il y ait quelque chose qui se passe. Et je suis content parce que quand on a créé les personnages, créé la planque, créé le trésor, parce que il y a aussi ça, les Fouines ont un petit objet spécial quand elles commencent, un petit objet très puissant mais qui marche pas toujours, mais qui peut résoudre pas mal de problèmes. Bah, en fait, en faisant ça, automatiquement, on crée une équipe, on crée des relations, et la bande, elle existe même avant de partir à l'aventure. Moi, enfin, c'est pas pour me la péter, mais vraiment, mes testeurs se balançaient déjà des vannes sur le type de personnage qu'ils avaient créé et sur leurs différentes personnalités avant même qu'ils partent à l'aventure. Donc bah, là, c'est une création de groupe qui est réussie, en tout cas pour moi. C'est ça le but. Voilà. Pour moi, il faut que les joueurs se connaissent, enfin, il faut que les personnages se connaissent avant de partir à l'aventure. Et il y a plein de manières de le faire. Et je trouve que créer une planque ensemble, créer un trésor ensemble, bah, et même dessiner, et en plus ils se foutaient de la gueule parce qu'ils ne dessinent pas tous bien, quoi. Ouais, mais c'est quoi ce truc, enfin, voilà. C'est rigolo, ça crée tout de suite une espèce de connivence entre les gens autour de la table. face à un vieux truc qui a déjà été traité il y a bien longtemps, et je te rejoins sur, j'aime pas dire c'est du mauvais travail de MJ, alors je dis pas c'est du mauvais MJ, mais du mauvais travail de MJ. Mais toi, quand un MJ il balance bah voilà, votre groupe il s'écrit pouf comme ça et qu'il n'y a pas de vrai lien, c'est pas bon. Après, ça, c'est un truc qui a été traité depuis longtemps. Dark Sun, la campagne officielle, comment créer un groupe de persos. Putain, vous êtes tous esclaves ensemble, il va falloir vous enfuir. Ça crée du lien. C'est clair. Lance Dragon. Non, puis toi, en Quelle plus, idée comme ça, géniale ça d'ailleurs. c'est con, mais ça C'est tout marche. con, mais c'est génial. C'est génial. Je me rappelle dans les Terres Balafré, il y avait Ouais. une campagne qui commençait comme ça, où on était tous des enfants d'un orphelinat, et le patron de l'orphelinat mourait. Ça, c'était tout con, mais ça marchait super bien, quoi. Ouais, Vas-y, mais du reprends. coup,
Non, mais ça, c'est pareil, mais c'est un peu la même dans Lance Dragon, au sens où des personnages qui se connaissaient sur leur enfance, quoi, qui se sont déjà croisés dans le passé, après ils vont faire leur vie, donc ils acquièrent leurs classes différentes, machin. Un élément les regroupe, et là, hop, déclencheur. Bah, toi, Lance Dragon, c'est pas Palpatine, c'est le dieu dragon qui fait sa petite magouille et qui se retrouve ensemble. Oui, t'as plein de. Enfin, voilà, de manière de construire du team building qui peut être assez efficace, mais c'est pas. À part si vraiment tu es dans un truc du genre Hearthstone, quand il y avait le côté on va explorer la vieille capitale, putain, je suis dans des trucs précis de vieux, on s'en fout. Mais voilà, vraiment du crawling où c'est votre métier et vous êtes engagé par machin, puis fait le tour des. Mais voilà, enfin, je m'exprime mal. Mais c'est important de bien fédérer le groupe à la base. Sinon, je trouve que la bonne vieille astuce dans ces cas-là, c'est vraiment le jeu à mission. On fait partie d'une même, pas d'une même institution, mais quelque part, on a des objectifs communs. Donc, les runners, ils ont des objectifs communs. Il faut réussir à s'en sortir, faire des contrats, continuer à apprendre des choses sur l'univers. Je pense à Cops, parce que c'est vraiment basique, mais voilà, on est des policiers, donc forcément, on doit faire le même taf ensemble, etc. Voilà, je trouve que ça marche bien. Voilà. Alors que la notion d'aventurier, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi. c'est un truc qu'ils ont raté dans Ptolus, quoi. C'est un des rares points, je trouve, qu'ils ont réussi à le rater dans Ptolus. Alors qu'il y a quasiment des guildes d'aventuriers et machin, ils auraient dû faire tout un petit chapitre sur les joueurs créer leur guide. Parce que les aventuriers dans Ptolus, c'est des explorateurs, quoi. C'est des crawlers professionnels. Là, j'ai envie de dire, en plus, il y a des guildes de crawlers professionnels et ils ont raté le côté. Voilà, un chapitre de créer votre guilde de crawlers professionnels. Et en plus, un perso qui meurt, c'est pas grave. Toi, tu as un vivier de personnages unifié. Ils ont réussi à rater ça, putain. Bêtement piocher dans les frères et sœurs, dans les amis, voilà, dans les PNJ pour les transformer en PJ quand quelqu'un n'est plus en état. Et ça peut arriver dans Fouine, hein, si on accumule les séquelles à force d'être arrivé à 0 PC, le personnage au bout d'un moment soit il débloque, soit en fait il est physiquement plus en état, hein, il lui manque une jambe et puis un œil. C'est difficile de partir à l'aventure, même si bon, on peut toujours rêver, s'imaginer des choses marrantes. Peut-être qu'on va lui réparer sa jambe avec de la technologie qu'on va trouver dans les profondeurs, pourquoi pas. Mais ouais, je trouve que c'est bien d'avoir toujours des persos de rechange. Alors il y a des jeux où c'est obligatoire, comme dans Cthulhu, là il n'y a pas le choix. Mais je pense que c'est bien. L'attachement, alors ça c'est pareil. Les mecs qui jouent leur personnage depuis 40 ans, c'est cool aussi de voir son personnage grandir et tout, mais c'est vrai que moi j'ai jamais vraiment compris ça. Ça me dérange pas de changer de personnage. Un personnage qui meurt, alors c'est important qu'il meure quand même après avoir vécu. Voilà. Sur qu'un personnage qui meurt dès le premier donjon, alors ça peut arriver, c'est même fait exprès dans DCC, mais t'en joues 6, je crois. Voilà. Justement, ça change de ce que tu veux jouer. Tu joues DCC, tu joues un humain normal qui part à l'aventure, et il y a un format qui peut vite le rattraper. Alors que si on prenait Donjons Dragons, tu joues Donjons Dragons pour vivre une campagne héroïque. Et ouais, il y a un côté héros, il faut qu'il y ait un arc narratif. S'il y a une mort, il faut qu'elle s'inscrive dans une histoire. Pour le coup, dans Fouine, je suis parti là-dessus d'ailleurs. Effectivement, les personnages ne peuvent mourir que passer un certain cap, mourir pour de vrai. Par contre, ils peuvent devenir des PNJ et on peut continuer à les jouer, un peu comme Giles dans Buffy contre les vampires. Ça peut être des spécialistes du lore. De mon temps, voilà, il y a 3 ans, j'ai fait trouver tel objet. Enfin, voilà, ça pourrait être sympa aussi de recycler les PJ en PNJ sympa à rejouer, à retrouver. Et puis c'est le petit frère qui a pris le flambeau finalement. Enfin voilà, ça je l'ai intégré aussi. Ok, mais du coup, alors, parce que c'est vrai que là, on part dans tous les sens, mais tu es là pour ta promo. Alors, c'est disponible de quand à quand? Vous avez déjà les paliers de prix ou pas? Des trucs concrets pour les gens Alors, le financement, alors justement, c'est une petite anecdote amusante. J'ai envoyé un message à Mathieu, qui est mon éditeur, l'éditeur de Fairplay Édition, qui au départ fait plutôt du jeu de société, et là c'est son premier jeu de rôle. Il voudrait sortir une gamme de jeux de rôle d'ailleurs, hein. Il n'y a pas que le mien qui va sortir. Il y a RAG aussi de Mathieu Miskowski. Il y a aussi 2 autres projets de gens que je ne connais pas, mais dont il m'a un peu parlé. Il vient de m'envoyer un message là en me disant tiens, voilà la nouvelle version de la page de financement. Donc je ne peux pas répondre précisément exactement. Je sais qu'on a 4 paliers.
Je crois me souvenir que le premier, c'est le PDF. Je me souviens plus à combien, mais vraiment pas beaucoup. Et après, on propose, alors normalement ça y est encore, des planches avec des portraits de Fouine à dépuncher. Je vais en faire 20 avec des filles, des garçons, des grands, de toutes les couleurs. Voilà. Et je vais aussi mettre en couleur les illustrations des créatures, et on va aussi faire une petite planche à dépuncher pour les créatures, pour pouvoir les mettre justement sur le petit plateau de jeu. Donc qui s'appelle la carte d'escarmouche. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? On a l'écran. On a un bel écran que j'ai, enfin belle. En tout cas, je suis fier de ce que j'ai fait. Une belle illustration. L'écran, il ferait 90 par 21 cm de haut. Donc ouais, 3 à 4 en format paysage. Voilà. Ce qui est le format que je préfère, moi, personnellement. J'ai pris comme modèle celui de Colonial Gothic. En termes de composition déjà, parce qu'il y a une illustration centrale et puis deux autres illustrations à côté, mais les trois sont reliés dans le même espace-temps. Et puis après, je me souviens, là c'est pour le quatrième. Alors, le quatrième, c'était la fameuse carte en A2, mais comme j'ai dit, je ne suis pas super emballé par cette idée-là, et donc on va peut-être proposer en quatrième palier le fameux quartier avec son petit livret, avec une belle illustration justement du quartier. Et là, pour le Alors coup, la carte j'essaierai modulaire, de faire une carte. ah non, mais Voilà. franchement, la carte modulaire, autant toi que tu veuilles Ouais. pas fixer l'univers en disant c'est ma vision, c'est comme ça, et j'oublie tous les MJ de faire ça, je comprends, machin. Mais une petite carte modulaire, toi, un truc simple avec la ville au-dessus, là il y a les fuines, là en dessous, bon bah voilà, vous savez, tout au fond il y a le chaos, puis avant c'est le bordel. Et toi, d'avoir une petite, quelques pages de trucs fixes à poser, puis comme ça, hop, les gens les mettent plus ou moins au-dessus, en dessous, en fonction de C'est pas mal, c'est pas mal du tout. Je vois bien en plus ouais, des petits quarts. On met des petits quarts comme si on coupait un oignon en fait. Et puis tac, je rajoute tel morceau là, puis tel morceau là, tel morceau là. Ça pourrait le faire, ouais. On fera peut-être dans un supplément éventuellement. Voilà, parce que là c'est deux un peu short. campagnes, ça donnerait des cartes. En plus, à la fin des campagnes, Ouais. les gens pourront avoir des cartes différentes. Hop, si tu peux jouer 2 fois, tu n'as pas la même carte de fin. Ouais. Voilà. Et alors, donc le financement, ça commence. Donc, oui, on a 4 paliers. Peut-être qu'on en a un cinquième, je sais pas, je vais regarder tout à l'heure, justement. Le financement commence le lundi, ce lundi-là, donc le 12 à 18h. Et il se termine, je crois me souvenir, le 1er ou le 2 février. Donc un peu moins d'un mois, a priori, pour effectivement ce financement. Et donc, bah oui, le premier palier, c'est le financement, avec juste effectivement le livre de base. Enfin voilà quoi. Ouais, Concrètement. je savais que c'était le 12 que ça commençait, mais je savais pas que ça finissait fin du mois. Oui, ça laisse un bon mois pour les Voilà. finances. Ouais. Et puis bah, sinon, au niveau du format, alors on est plutôt sur un livre en A5. On a le kit d'initiation qui est disponible sur le site Fairplay Edition, qui donc permet de comprendre les règles de base. Il y a des pré-tirés illustrés en couleur, il y a un petit donjon d'introduction, tout simple, mais j'ai mis plein de petits trucs marrants dedans dont je suis assez content. C'est celui que j'ai fait jouer en convention plein de fois, donc celui-là il est rodé de chez rodé, et à chaque fois ça marche très bien. Et puis voilà, c'est un livret quand même assez costaud, hein. Il fait une 50aine de pages. Donc pour un livret d'initiation, c'est pas mal. Et on a une maquette assez légère. On va probablement faire un truc en 2 colonnes, avec pas mal avec une grosse marge en fait, pour se laisser vraiment la place de respirer. Et puis je voulais faire une belle frise sous les pages, au niveau du numéro de page, parce que j'aime bien les trucs dessinés à la main sur les vieux bouquins de jeux de rôle. Je trouve que c'est super joli. Un peu comme dans tous les vieux bouquins de jeux de rôle, en fait, les bouquins Steel of Down, etc., avec des marges, avec des trucs dans les marges, quoi, ou au niveau du numéro de page. Ok. Oui, Voilà. comme C'est ça. en noir et blanc à l'intérieur, et c'est du papier. J'aime pas le papier glacé, je voulais vraiment du papier à l'ancienne, avec un peu de grain, etc. Papier rugué. Ouais, le genre de papier qui jaunit, qui jaunit
enfin voilà, comme un vieux bouquin de jeu de rôle en fait, parce que très, très clairement, je fais vraiment référence à ça, quoi. Ok. Bah écoute, je crois que nous avons tout. Ouais. Donc, je vais te laisser le mot de la fin et puis je te garde que pour moi. Après ton mot de la fin, je coupe l'enregistrement. Et voilà, je mets en grand, tiens. Ok. Mot de la fin. J'espère que vous aurez du plaisir à jouer à Fouine si vous participez au financement et si vous l'achetez plus tard, parce qu'on va peut-être le mettre en boutique, ça aussi il faut qu'on en discute. J'ai mis tout ce que je pouvais mettre là-dedans, ça a été d'ailleurs très fatigant, ça reste très fatigant nerveusement de créer un jeu de rôle, je suis pas sûr d'ailleurs d'être fait pour ça, mais je voulais vraiment réussir à le faire, j'y ai mis tout mon cœur, Michel y a mis tout son cœur. Aucun d'entre nous n'est véritablement pro. Moi, je suis illustrateur pro, mais par contre, je ne suis pas auteur pro. Mais on a fait vraiment ça avec nos tripes et moi, je suis très content du résultat et je suis très content quand je le fais jouer. Et il y en a déjà au moins un qui est très content de jouer à Fouine, c'est moi. Et j'espère que vous serez très content, vous aussi, de découvrir cet univers que j'ai mitonné pour vous avec Michel et Mathieu. Bye Hop. bye. Très bien. Bye bye. Hop. Super.